Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission AXA Malien. AXA Malien, comme vous le savez, une émission au cours de laquelle nous évoquons ensemble un certain nombre de sujets, un certain nombre de thématiques qui ont un rapport effectivement avec la vie politique, économique, sociale, institutionnelle, mais aussi culturelle de notre pays qui est effectivement le Mali. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un sujet qui est d'une importance très capitale. Un sujet très important dans la mesure où c'est un sujet qui a un rapport effectivement avec la sécurité de notre pays, notamment au niveau du centre. Il s'agit effectivement de la crise intercommunautaire entre Peul et Dogon dans le centre du Mali. Alors il faut savoir dès le départ que cette crise n'est pas ce que l'on veut nous faire croire. Contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, une crise entre Dogon et Peul, le Mali est très loin d'une crise entre communautés. Je vais dire très loin d'une guerre civile. Mais lorsque l'on pousse effectivement la réflexion, on peut identifier un certain nombre de causes quant à l'instabilité et l'insécurité dans le centre de notre pays. Il faut savoir que le Mali est un pays pluriethnique. Et plusieurs communautés ont longtemps vécu ensemble, y compris les Peul et le Dogon, depuis bien évidemment des siècles. Et cela va bien évidemment au-delà du XIIIe siècle. Il faut savoir que au temps des empires, notre société était composée effectivement des castes. Et chacune de ces castes exerçait une profession qui lui donnait parfois une certaine identité. Ainsi, nous connaissons le Peul pour l'élevage, les Bozo pour la pêche, les Bambara pour l'agriculture. Maintenant, pour maintenir la cohésion sociale, pour maintenir la stabilité, l'entente, la concorde et aussi la solidarité entre les différentes communautés, nos grands-parents avaient dû inventer un certain nombre de mécanismes qui permettaient effectivement la régulation des rapports sociaux. Nous avons ainsi l'initiation, nous avons ainsi le respect dû aux aînés, le conseil des anciens, le conseil des villages, les médiations entre les personnes, les familles, les villages, à travers effectivement la figure du griot, et aussi les cousinages à plaisanterie étaient ainsi les différentes manifestations de ce mécanisme de régulation des rapports sociaux. Cependant, quand l'État est né et que la bureaucratie s'est imposée, les rapports ont changé. Et par là même, la société elle-même, elle a changé. La société n'est plus une société de caste, mais aujourd'hui nous faisons face à une société qui est composée d'un regroupement de citoyens libres. Les institutions sont en place, les institutions sont nées. D'une part, la bureaucratie s'est imposée et les rapports entre les individus, les rapports entre la population et les institutions se sont complexifiés. Il est évident que dans un tel contexte, l'État doit être fort et que le système de management, le système de gouvernance de l'État soit le plus viable possible. Par contre, quand on regarde effectivement la société malienne, de 1960 jusqu'à nos jours, s'il y a une irrégularité entre les différentes républiques que notre pays a connues, c'est bien évidemment la faiblesse des institutions. Nous sommes dans un pays où les institutions sont effectivement faibles. Et cela n'est pas une situation qui est censée garantir effectivement la stabilité et la paix dans un pays démocratique, surtout dans une démocratie libérale et pluraliste. Et donc face à cette situation, il est important effectivement que l'État s'active pour doter le pays des institutions qui sont des institutions fortes. Et donc cette situation nous a amené finalement à une situation des crises internes. Les populations ont perdu confiance vis-à-vis des institutions, tout simplement parce que le système de management que l'État a opté n'est pas un système de management qui produit des impacts positifs chez les citoyens, d'une part. D'autre part, il faut dire que la mauvaise gouvernance administrative et financière n'est pas du tout à rassurer également la paix dans un pays. Et donc aujourd'hui, nous faisons face effectivement à une situation où la faiblesse des institutions n'est pas
n'est pas en fait en mesure de rassurer au Mali une situation de paix durable. Maintenant, la solution, la décentralisation fait partie des solutions. Et quand on parle de décentralisation, effectivement, il faut savoir que le Mali a été l'un des premiers pays africains à amorcer la décentralisation dans les textes, depuis bien évidemment vers les années 60-70. Cependant, quand on parle aujourd'hui de décentralisation, il ne s'agit pas de créer uniquement des régions, des préfectures et des communes, mais encore faudrait-il leur doter d'une certaine autonomie financière, économique et surtout juridique. Et ce passage est un passage obligé, surtout quand on sait que le Mali est un pays grand. Et dans un pays aussi grand que le Mali, 1 241 238 km², avec une population qui est autour aujourd'hui de 18 millions de personnes, on se rend compte que la démocratie locale apparaît comme un facteur de stabilité et un facteur de développement social. Maintenant, pour permettre effectivement cette démocratie locale, il faut commencer déjà par la décentralisation administrative. Cette décentralisation administrative apparaît donc comme étant un facteur de réalisation de la démocratie locale. Le malheur du cas malien, c'est que l'avis des populations ne sont jamais prises en compte. Dans le processus de prise de décisions publiques, on ne prend jamais en considération l'avis des populations. Pourtant, il s'agit effectivement des questions qui leur concernent les premiers. Et cette situation s'explique par le type de management qui est celui de notre État. Il faut dire que depuis bien évidemment la révolution de 1991, le Mali a opté pour un type de management que l'on appelle management horizontal endo-exogène. Il s'agit d'un type de management qui normalement doit permettre une gestion collégiale du pays entre un nombre important d'acteurs, à savoir le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les organisations internationales et effectivement les bailleurs de fonds, les opérateurs économiques. L'économie étant effectivement le socle de l'équilibre social, le système de management horizontal endo-exogène donne une large marge de manœuvre aux opérateurs économiques pour leur permettre un accroissement de leurs activités. L'objectif étant de pouvoir contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie économiques et du bien-être des citoyens. Par contre, au Mali, sur le terrain, on constate que depuis plus de 20 ans, les décideurs politiques et les acteurs économiques se sont fusionnés pour finalement gérer les affaires publiques sur le dos des citoyens. La conséquence, elle est palpable. C'est que les citoyens ont finalement perdu confiance non seulement aux décideurs politiques, mais ils sont arrivés finalement à une situation où ils ont perdu confiance également aux institutions. Pourtant, ce qui fait la force même du système de management horizontal endo-exogène, c'est bien évidemment la force des institutions. Les institutions dans ce type de management apparaissent comme étant les vecteurs de la stabilité sociale, les vecteurs de la stabilité politique et également les vecteurs de la stabilité économique. Ce sont les institutions qui garantissent dans un État démocratique avec une démocratie libérale et pluraliste, ce sont les institutions qui assurent et garantissent la paix. Aujourd'hui, le problème du Mali, c'est essentiellement un problème qui se situe autour effectivement de la faiblesse des institutions, de la mauvaise gouvernance et du fait qu'il n'y a pas de démocratie réelle dans notre société. Ce sont là les véritables causes de l'instabilité et de l'insécurité dans notre pays. Alors quand on nous présente effectivement la crise du centre comme étant un conflit intercommunautaire, nous nous disons que non, ce n'est pas un conflit intercommunautaire, seulement l'État a failli dans ses devoirs dans un territoire national qui a finalement donné droit à cette crise, à toutes les conflits que nous enregistrons aujourd'hui dans ce recoin de notre territoire. Et donc il est aujourd'hui extrêmement important que les deux communautés sachent effectivement que le Mali leur appartient. Et comme ils ont longtemps vécu ensemble depuis des siècles, depuis des millénaires,
Aujourd'hui, il va falloir effectivement se donner la main, puisque nous arrivons finalement à une situation qui est très inquiétante, qui consiste finalement à stigmatiser une communauté et au profit d'une autre. Aujourd'hui, la population Peul est indexée comme étant effectivement une population de semeurs de troupes dans le centre de notre pays. Et là, c'est la stigmatisation. Notre constitution n'est pas du tout pour ce genre de pratique. Aujourd'hui, le souci, c'est là. Et qui connaît effectivement les pays sahéliens, qui connaît effectivement le Mali et également d'autres pays voisins, c'est que partout où les deux professions, cultivateurs et éleveurs ou cultivateurs de bergers, sont appelés à cohabiter ensemble, il y a toujours des conflits isolés entre ces deux professions. Et donc il apparaît effectivement que l'État doit jouer son rôle d'intermédiaire entre les populations, de sorte qu'il puisse y avoir de la paix. C'est ainsi que nous arrivons à la conclusion comme quoi la crise du centre est liée effectivement à deux choses, deux phénomènes seulement. L'un est conjoncturel, l'autre est structurel. Il s'agit respectivement du terrorisme et de la mauvaise gouvernance. Ce sont ces deux phénomènes qui sont à la source même de ce conflit du centre autour des deux communautés, à savoir les Dogons et les Peuls. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Accent Malien. Portez-vous bien.